Nous avons un sentiment de domination et de fin de l'histoire qui est notre erreur collective. Ils sont trop bêtes pour comprendre et qu'on n'a rien à leur dire, qu'on leur donne juste des ordres. Et ça fait 10 ans qu'on a compris qu'il existait. Donc nous avons 30 ans de retard à la comprenette. Ça veut dire, il va influencer l'élection présidentielle en France. Il va le faire. Il va essayer. Il peut comme en Angleterre, comme en Allemagne. Il peut choisir le prochain président. Non, choisir, non, mais influer, oui. Trump n'est pas fou, il est rationnel. Et ce qu'il est en train de faire pourrait mener à un choc historique entre l'Amérique, l'Europe et le reste du monde. Pendant que l'Europe s'indigne, Trump avance. Pendant que les médias rient, il restructure la réalité. Et selon Alain Bauer, l'un des plus grands spécialistes français de ces questions, nous sommes en train de rater quelque chose de fondamental. Nous faisons tous la même erreur, nous croyons que Trump improvise, nous croyons qu'il provoque, nous croyons qu'il délire. Mais en réalité, il suit une stratégie vieille de 40 ans. Le Trump a une existence, il n'est pas né en 2016. Il a essayé d'être président 4 fois. Oui. Il a commencé sa campagne en 1987. Ça fait 40 ans que Trump est sur le marché politique. Et Trump applique une règle simple. Il ne s'excuse jamais. Il attaque toujours. Il impose sa version de la réalité. Ce n'est pas de la folie, c'est une doctrine. Et si Trump n'était pas une anomalie, mais le produit le plus pur de notre époque, pire encore, et si Trump n'était pas en train d'improviser, mais d'exécuter une stratégie vieille de plusieurs décennies, pendant que l'Europe, elle, regarde ailleurs, aujourd'hui une chose est sûre, Trump n'est plus seulement un problème américain, il est devenu un facteur de déstabilisation mondiale. Et selon l'un des plus grands spécialistes français des questions de sécurité et de stratégie, Alain Bauer, ce que nous sommes en train de vivre n'est pas une crise politique classique. C'est un changement d'époque, à un moment où les règles implicites du monde d'après-guerre sont en train de s'effondrer. L'Europe croyait être protégée. L'Europe croyait être indispensable. L'Europe croyait être un acteur. Mais dans le monde qui arrive, les faibles ne sont pas des partenaires, ce sont des variables d'ajustement. Et Trump, lui, a compris quelque chose que nos dirigeants refusent encore de regarder en face. Le pouvoir n'est plus moral, il est narratif, il est psychologique, il est brutal. Trump ne cherche pas à convaincre, il cherche à imposer une réalité dans laquelle il a toujours raison, les autres mentent de toujours, et le monde se divise en gagnant et en perdant, et devinez dans quelle catégorie il place l'Europe. La question n'est donc plus « est-ce que Trump va revenir ?» La vraie question est « sommes-nous prêts aux conséquences de son monde ?» Parce que ce monde-là, il est déjà en train de naître. Et ce que vous allez entendre maintenant va probablement vous mettre plus mal à l'aise que n'importe quel débat politique classique. Non pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est froidement rationnel. Et Afro-Américains qui ont voté pour lui plus que d'habitude contre Kamala Harris, la candidate démocrate, et là qui sont en train de revenir dans l'opposition aux méthodes de Donald Trump, alors même que pour l'instant, sa politique reste approuvée sur la lutte contre l'immigration clandestine. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse de ce qui se passe aux États-Unis et qu'il faut arrêter de projeter nos indignations européennes ou françaises sur la réalité de la manière dont votent et dont peuvent voter les Américains. Oui, ça veut dire que les Américains aujourd'hui sont toujours derrière Trump. À 42%, oui, c'est 3% de plus que la première année de son premier mandat. En 2017, il faisait 39, là il fait 42, donc c'est pas pire qu'avant. C'est en train de le devenir puisqu'il y a eu des mid-terms. Les mid-terms, c'est les élections au bout de 2 ans. Mais en fait, tous les ans, en novembre, il y a des élections un peu partout aux États-Unis. Aux élections de novembre dernier, que personne n'a vraiment analysé parce que les Français, et notamment les médiatico-politiques, ne travaillent pas ou peu, les Républicains ont pris la plus grande raclée de leur histoire, perdant y compris des sièges qu'ils n'avaient pas perdus depuis 1800. Donc il s'est produit quelque chose dans l'opinion publique. Une partie des électeurs républicains modérés n'allant pas voter, une partie des électeurs démocrates revenant aux urnes, et donc il y a eu un basculement assez important pour que le président Trump décide de modifier la carte électorale dans un certain nombre d'États qui lui sont très favorables, afin de ne pas perdre trop de sièges aux élections. Comme il est en train de comprendre qu'il risque d'en perdre beaucoup plus que prévu, y compris au Sénat, qu'il risque d'avoir une défaite majeure à la Cour suprême sur la question des tarifs douaniers dans les jours qui viennent, il se prépare à une confrontation majeure, c'est-à-dire à une provocation suffisante pour aller jusqu'à l'insurrection. En fait, il va jusqu'au bout à la fois de la transformation de la réalité sur ce qui s'est passé dans le Minnesota et de l'hyperbolation, c'est ce que j'explique dans le livre. Oui. Je raconte d'où vient Donald Trump. Il a été façonné et créé par un avocat qui s'appelle Roy Cohn,
qui est l'avocat du McCarthyisme. Si vous regardez les vieux films sur la période McCarthyiste, vous voyez un jeune homme derrière le sénateur McCarthy, c'est Roy Cohn. Roy Cohn était l'avocat du père de Donald Trump, Fred, et c'est l'avocat de Donald Trump. Et il lui a fixé une règle assez simple que je vais me permettre de vous citer. Page... Je prends mes lunettes parce qu'avec mon grand âge, c'est extrêmement important. Page 19. 1. Ne jamais s'excuser ni admettre ses erreurs. 2. Attaquer systématiquement pour ne jamais être sur la défensive. 3. Utiliser les médias comme une arme. Non seulement les médias, mais la loi aussi, j'y reviendrai. 4. Cultiver un réseau de relations influentes. 5. Ne jamais reconnaître sa défaite et toujours se présenter comme victorieux. Depuis 40 ans, 1987, le moment où Donald Trump achète au prix d'or 100 000 $ une page de publicité dans New York Times, il dit et annonce la même chose. Nous ne l'écoutons pas, nous ne l'entendons pas, mais il le pratique. Et donc, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est exactement la même chose. J'ai raison, c'est moi qui fixe la réalité. La vérité, c'est moi qui la donne. Tout le reste est un mensonge et tout est hyperbolique, tout est énorme, tout est gigantesque, tout est catastrophique ou tout est merveilleux, tout est grand, tout est beau. Surtout lui. Et donc, ce processus-là est celui qui est en train de submerger la réalité alternative, puisque Trump a considéré que la vérité n'existe plus. Il y a sa vérité et les mensonges des autres. Oui, mais ça c'est aux États-Unis. Mais vu d'Europe, je vous montre, regardez le titre du Figaro. La tornade Trump percute le jeu politique français. Ça c'est vrai sur un électeur américain, à votre avis ? Non, mais est-ce que ça percute aussi le jeu politique français, la tornade Trump ? Ça percute la vision que nous avons de Donald Trump. Ça percute ceux qui se sont alignés sur Donald Trump, pensant qu'il représentait quelque chose, y compris dans des pays européens où il est fortement écouté, admiré et parfois même copié. La Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, un peu l'Italie, même si Mme Meloni est plutôt à droite, on va dire en gros. Beaucoup plus nationaliste, c'est particulier. Les concepts sont difficilement applicables de manière aussi brutale. Mais vous savez, M. Fico, il se considère comme de gauche en Slovaquie. Donc, il faut faire attention. Il est au parti dit. Mais en France, par contre, Trump, c'est l'épouvantail de la classe politique et la classe médiatique aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qui la meurent. Vous avez aujourd'hui à l'Académie des sciences morales et politiques Peter Thiel, l'homme de la techno-apocalypse, qui est l'un des penseurs structurants de la réalité politique de Donald Trump. Ce que j'explique dans le livre, c'est justement qu'au-delà de sa provocation, il y a une colonne vertébrale, idéologique, structurelle, rationnelle. On n'a pas vu au début. Ce qu'on ne veut pas voir, parce qu'on n'agit que dans la provocation. Mais quand sa main gauche nous provoque, sa main droite nous pique le portefeuille. Donc la rationalité de Trump nous a échappé, et à force d'être uniquement dans la réaction à la provocation, nous ne nous rendons pas compte de ce qu'il est en train de réaliser, parfois de réussir, parfois de rater, avec des opérations successives, des animations permanentes. Si vous êtes aux États-Unis, j'y étais il y a 15 jours, vous n'avez pas Donald Trump qui fait une conférence de presse par semaine comme nous le vivons ici. La conférence de presse est permanente. Fox News ou CNN, à droite comme à gauche, si vous la voulez comme ça, suivent Trump en permanence. S'il n'est pas à la Maison-Blanche, il est sur sa golfette. S'il n'est pas sur sa golfette, il est dans l'avion. S'il n'est pas dans l'avion, il donne une interview privée. Et vous avez deux Trump. Un Trump bizarre. Dans la vie privée, c'est pas pareil, vous dites. Alors, dans le privé, il est considéré comme sympathique, aimable, empathique et plutôt drôle, avec un anglais extrêmement châtié. Et d'ailleurs, je le mets à la fin, je mets des exemples des deux Trump. L'exemple du Trump sophistiqué, qui existait avant Roy Cohn, et l'exemple de l'après Roy Cohn, qui est de dire, attention, si tu veux gagner ce public-là, de cette Amérique entre la Floride et la Californie, cette Amérique qui ne veut pas mourir, mais qui est brute de décoffrage, alors il faut leur parler comme eux. Il faut être dans cette logique d'affirmation brutale, définitive. Et donc, vous avez deux Trump, et au moment, la seule et unique fois où il y a eu les deux Trump, jusqu'à présent, c'était au discours de l'Assemblée Générale des Nations Unies, que je remets complètement en français. Vous avez les deux Trump en millefeuille. Vous avez 2 pages de Trump bizarres, 2 pages de Trump je sais où je vais, puis 2 pages de Trump sur l'escalator est en panne, puis 2 pages de Trump voilà le nouvel ordre mondial, puis 2 pages de Trump sur le prompteur est en panne, puis et ainsi de suite. Et là, vous avez eu un mélange de 2 Trump, un peu ce que vous avez vu à Davos. Alors le discours est postérieur au livre, ça sera peut-être pour la prochaine édition, mais c'est très intéressant de voir ça. Et nous ne voyons qu'un seul Trump. Il nous fascine, il nous répugne, il nous provoque, et du coup, nous avons oublié de penser et de rationaliser le Trump et de comprendre que les seuls qui résistent à Trump sont ceux qui lui résistent, pas ceux qui se couchent devant lui. Donc vous diriez qu'Emmanuel Macron a eu raison dans cette attitude, parce qu'au fond, il s'est moqué d'Emmanuel Macron avec ses lunettes de soleil, etc. Ça, c'est du Trump
Oui. Mais au fond, de dire l'Amérique aujourd'hui, c'est presque notre ennemi de demain, est-ce que ça, c'est une Emmanuel réalité? Macron, comme d'autres, a mis beaucoup de temps à comprendre le Trump, mais il l'a compris. Donc c'est moi qui n'en dis pas toujours beaucoup de bien, y compris chez vous. Je dois dire que c'est plutôt satisfaisant. Et d'ailleurs, la démonstration a été faite. Plus il attaque Emmanuel Macron, plus c'est bon signe. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est quand il dit c'est mon ami et je l'aime bien, c'est plutôt mauvais signe. Même s'il s'en moque 30 secondes plus tard. Parce qu'il n'a pas vraiment d'amis, Donald Trump. Plutôt, il a des amis dans le privé, mais tous les adversaires, tous les opposants, tous les concurrents sont des ennemis. Non, mais il répète sans arrêt qu'Emmanuel, c'est mon ami, je l'aime bien, mais il n'est plus là pour longtemps. Mais c'est vrai. Il n'est plus là pour longtemps, il ne compte pas, il ne compte plus. Dans la tête de Donald Trump, s'il voit Emmanuel Macron en privé, ça va très bien se passer. Et en public, ça va très mal se passer. Parce que grosso modo, le seul qui a vraiment résisté à Donald Trump, c'était Lula au Brésil. Et donc depuis qu'il a fermé Elon Musk et Starlink pendant un mois, eh bien tout le monde a compris que Lula était en capacité de résister à Donald Trump en utilisant les moyens de Donald Trump, c'est-à-dire le business. Tu fermes le business, ça marche plus. Ils ont compris tout d'un coup dans l'affaire du Groenland, même si en fait Donald Trump a gagné, mais il avait déjà gagné avant. À cause du traité de 1951, qu'évidemment personne n'avait vu. C'était bidon, alors il dit qu'il avait déjà gagné avant. Non, il a gagné, mais il n'a pas humilié. Il a raté la phase d'humiliation où tout le monde se composait comme des carpets. Enfin, il a menacé de droit de douane Emmanuel Macron. Oui, il a ça dit n'a on pas va marché. 200% et puis il va signer. Oui, mais ça n'a pas marché. Donc il s'est produit quelque chose dans le niveau d'élévation de la résistance potentielle. On l'a vu d'ailleurs, il vient de s'excuser pour les horreurs qu'il a racontées sur les soldats britanniques en Afghanistan, expliquant qu'ils n'avaient rien foutu et qu'ils n'étaient pas là. Bon, 500 morts plus tard, et une réaction du roi d'Angleterre lui-même lui disant « là, tu exagères un peu », il y a eu un rétropédalage. Il ne répond qu'à un niveau au moins égal, et à ce moment-là, il respecte son adversaire. Il ne l'aime pas plus, mais il le respecte. Mais il ne considère pas Emmanuel Macron à son niveau, vraiment? Non, parce que pendant longtemps, Emmanuel Macron, comme tous les autres, ont essayé d'être gentils avec Donald Trump. Et c'est l'erreur, il ne faut pas être gentil avec Donald Trump. Il faut être au niveau. On n'est pas obligé d'être grossier, entendons-nous bien. Mais il faut être au niveau de « bah non, ça ne va pas le faire » et « non, ça ne va pas marcher » et « non, je ne t'appelle pas papy ou daddy », comme l'a fait par exemple le secrétaire général de l'OTAN pendant une période. Tout ça ne fonctionne pas. Il se moquait de lui, il lui a enlevé ses poussières sur sa veste, c'était beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation, mais ceux qui subissent l'humiliation sont condamnés à être des esclaves. Le général de Gaulle, en 1958, écrit une lettre au président Eisenhower, c'est pas rien, et au Premier ministre Macmillan. Il leur parle de l'OTAN, enfin de l'Alliance Atlantique. Il leur dit, écoutez les gars, bon ça va, ça fait 15 ans, la guerre est finie. Il y a deux options désormais. Une alliance atlantique de vassaux, c'est celle que vous voulez, et une alliance atlantique de partenaires, c'est celle que je veux. Vous choisissez. Dans la première, je ne serai pas. Dans la seconde, nous avons beaucoup à faire. Personne ne suit le général de Gaulle. Il quitte donc le commandement intégré de l'Alliance Atlantique et crée les conditions d'une France souveraine, indépendante et disposant d'un arsenal nucléaire, grâce à Pierre Mendès France, il faut le souligner, en 1954. Socialiste. C'est lui qui signe, radical de gauche. Radical. Mais plutôt de gauche, qui signe le document lançant le programme nucléaire français que le général de Gaulle appliquera avec détermination depuis, sous-marins, lanceurs, avions. Et donc, la réalité, c'est que les Américains, comme toujours, respectent les puissants et pas les faibles. Et la difficulté que nous avons eue, c'est que nous nous sommes mis pieds et poings liés, toute l'Europe, sauf la France, dans les mains des Américains. Et tous ceux qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, en achetant des F-35, en étant dominés, en n'ayant pas de capacité, par exemple, vous allez au Canada, si vous voulez téléphoner au Canada, vous faites le 1. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la souveraineté téléphonique. Même ça, ils l'ont concédé. Le NORAD gère la protection aérienne du Canada et des États-Unis, mais pas le Canada lui-même. Il n'est pas indépendant souverain sur son propre espace aérien. Pour prendre des exemples, le Groenland, les États-Unis y sont depuis 1941, renforcés en 1951, confirmés en 2004. Ils y ont tous les droits, sauf la propriété. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'extraterritorialité de leur prochaine base pour contrôler au moment de la fonte des glaces, la fonte de la banquise, qui est une réalité physique. Tous les négationnistes du sujet vont rencontrer la réalité prochainement. Ils veulent contrôler la route qui permet aux Chinois et aux Russes de contourner les obstacles naturels et de gagner des milliers de kilomètres, notamment pour le transfert à la fois des bâtiments militaires, mais aussi du transit du commerce civil, notamment du pétrole ou du gaz, par exemple. Donc, et les terres rares. Tous ces éléments-là, ils sont ceux que tout d'un coup redécouvrent ébahis tous ceux qui n'ont pas compris le général de Gaulle en 1958. Oui, ça veut dire qu'au fond, il gagne,
Vous l'avez dit. Oui, il gagne. Il a gagné le Venezuela, il a montré ses muscles. Il n'a pas montré ses muscles. Il a réglé un problème en achetant la vice-présidente pour remplacer le président. Oui, mais le régime n'a pas changé. Oui. Vous avez pu constater. Oui, mais il a montré au monde qu'on pouvait enlever un président, un despote, l'embarquer et qu'il va finir sa vie en prison aux États-Unis. Personne ne regrettera M. Maduro. C'était une sidération mondiale. Mais de la même manière, personne ne regrettera l'ayatollah Khamenei. Mais par contre, il n'y a personne. Vous pensez qu'il peut faire pareil avec mais il n'y a personne pour le remplacer. Il manque le remplaçant. Alors, il n'y a pas une remplaçante, semble-t-il. En Iran, ils ne sont pas tout à fait prêts. Mais il manque le remplaçant. C'est-à-dire que Trump choisit un peu les chefs d'État, peut-être demain en Iran. Il est un peu obligé, parce que bombarder l'Iran sans changer le régime, ça ne sert à rien. En plus, bombarder l'Iran après 30 000 morts, semble-t-il, ou 40 000, enfin, on ne sait pas encore. De la répression organisée par les mollahs. Oui, des gardiens de la Révolution et des Bassidji. Il y a un sujet, c'est qui est le remplaçant éventuel l'ayatollah Khamenei, sachant que lui-même essaye d'y caser son fils ou quelqu'un d'autre, et que le dauphin qu'il avait choisi est mort dans un accident d'hélicoptère. Donc il y a une difficulté. Les Israéliens eux-mêmes sont les mieux informés sur l'Iran. Ils lui disent pardon, mais on n'a personne. Donc on n'a personne est un sujet, parce que l'Iran ne peut pas s'effondrer. Ni les Chinois, ni les Russes, ni les Américains ne veulent le chaos et le désordre. Ils veulent un remplacement propre et bien organisé. Donc, pourquoi le président Trump ne veut pas adouber le successeur du Shah, le fils? Parce qu'il n'est pas assez fort. Pourquoi il n'a pas adoubé Mme Machado, même s'il lui a offert son prix Nobel de la paix? Parce qu'elle n'est pas assez forte ni puissante politiquement pour tenir le Venezuela. Pas plus que M. Pahlavi n'est en situation de tenir l'Iran. Il lui faut donc un remplaçant. La vice-présidente, très aimablement, a joué ce rôle, parce qu'en fait, c'est un régime mercenaire, c'est pas un régime bolivarien. En Iran, ils n'ont pas encore trouvé. Ça n'empêche pas l'idée de les bombarder parce qu'ils ont le trauma de 1979. Il a même dit aux manifestants, allez-y, emparez-vous des sommets du pouvoir. 3 semaines même. Oui, mais alors, c'est pas une forme de trahison du peuple de lui dire, révoltez-vous, nous arrivons, et de ne pas venir? Ce ne sont pas ses électeurs. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait Lord Palmerston, repris régulièrement par le général de Gaulle d'ailleurs. Non, la réalité, c'est qu'il lui faut un remplaçant. Il ne l'a pas encore. Alors, il peut bombarder l'Iran pour une raison essentielle, rendre enfin la pièce à l'opération de 1979, l'humiliation subie par les États-Unis lors de la prise d'assaut de leur ambassade et les otages qui sont restés 400 jours là-bas. Ça, c'est un vrai sujet pour les Américains et ils sont prêts, sur ce seul motif, à éradiquer le pouvoir iranien. Mais ça ne suffit pas. La pulsion de la vengeance... déjà, les bâtiments arrivent tout doucement. Vous savez qu'il y a 11 groupes aéronavals aux États-Unis, 5 seulement sont opérationnels. Il a fallu transiter l'USS Lincoln et une douzaine de bâtiments de sous-marins, plus 500 avions, pour reconstituer une force d'intervention sur le Golfe. Et ils arrivaient cette nuit, dans la nuit qui vient de se terminer aux États-Unis. Donc ça laisse la journée pour prendre des décisions éventuelles. Et puis il faut convaincre les Saoudiens, les Émiratis et les Israéliens que c'est une bonne idée, ce qui n'est pas leur point de vue. Oui, un mot sur les Kurdes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une trahison des États-Unis et puis aussi, peut-être aussi de la France, des Kurdes qui avaient combattu Daesh et qui aujourd'hui se retrouvent totalement dépassés avec une fuite d'éventuels futurs terroristes? Personne n'a négocié avec le nouveau régime syrien les conditions dans lesquelles les Kurdes. Donc quand on reconnaît trop vite et qu'on se soulage d'eux et qu'on explique que par ailleurs on n'en a rien à battre parce que le Kurdistan est un sujet insoluble, réparti en une demi-douzaine d'États avec des forces par ailleurs indépendantistes, irrédentistes qui parfois se battent entre elles, et surtout la volonté du grand parrain régional que nous sous-estimons toujours, l'Empire ottoman, que nous appelons gentiment la Turquie, comme si nous oublions ce qu'il était, sa puissance, sa volonté, son organisation, nous avons une situation qui est d'une absence de visibilité, de lisibilité politique. Les Américains sont très contents de se dégager de cet espace. Les Turcs sont très contents de liquider la seule puissance militaire kurde véritable. La Syrie est très contente de récupérer des territoires qui, historiquement, depuis Sykes-Picot, lui appartiennent ou pensent qu'elles lui appartiennent. Je ne juge pas des volontés légitimes des peuples de retrouver leur espace naturel de vie.
Et nous, nous ne voulons surtout pas récupérer les militants djihadistes français. Ils vont arriver, vous dites, Alain Boer, il y a une menace on fait terroriste. tout ce qu'il faut pour ne pas les avoir. Mais il y a une réelle... C'est des femmes et des enfants essentiellement. Oui, les hommes il y a aussi des jeunes qui peuvent être demain. Qui sont devenus moins jeunes. Ça induit une menace un sujet dans le flux permanent de migration. Qui n'est pas, on a plus de sortants que de rentrants actuellement, sortants de prison que de rentrants. On a des nouvelles générations d'arrivants qui sont totalement inconnus sur le passage au djihadisme. Il y a de très bonnes études qui ont été annoncées d'abord par la DGSE, par Nicolas Lerner et aussi par la DGSI. Le parquet national antiterroriste marque sa préoccupation. Il vient d'y avoir une étude du Centre de recherche de la gendarmerie nationale marquant l'extraordinaire diversité des profils terroristes entre l'extrême droite, l'extrême gauche et le djihadisme maintenu et renouvelé. Donc oui, bien sûr, c'est un risque, mais nous n'avons pas décidé de manière cohérente de savoir ce qu'on faisait des familles dont des enfants sont nés là-bas, avec des gens qui avaient rejeté la nationalité française, qui n'ont même pas d'état civil, de savoir comment on les gère. Et c'est des batailles très compliquées pour les familles pour faire revenir leurs petits-enfants, parfois, faire revenir leurs enfants, des mères qui décident qu'elles sont toujours djihadistes et qu'elles n'ont rien à négocier, des enfants à qui on n'a rien demandé mais qui grandissent dans les camps. Et on ne peut pas dire que c'est la gestion la plus facile. Il n'y a jamais eu de réflexion cohérente du gouvernement français sur cette question. Donc c'est au coup par coup. Mais est-ce qu'il faudrait couper totalement l'immigration en France, comme l'a suggéré Gérald Darmanin, par exemple, le ministre de la Justice? Parce qu'au fond, est-ce que la France devrait fermer ses frontières? D'abord, elle ne peut pas le faire, même si elle avait envie. C'est une partie du problème de la France, parce que comme empire colonial, je rappelle qu'elle a essaimé un peu partout des gens qui peuvent très légitimement se présumer d'eux. Ensuite, nous avons un problème qui s'appelle démographie. Comme vous avez pu voir pour la première fois de notre histoire, nous avons plus de morts que d'enfants. Et donc, nous avons un problème de gestion de comment nous allons renouveler et payer les services sociaux, les retraites et les services publics, même si l'IA et les robots vont arriver, ça ne va pas se faire dans 3 minutes 12. Et enfin, nous n'avons pas de politique d'immigration entre l'immigration choisie, l'immigration contrôlée, l'immigration historique. Et vous le voyez d'ailleurs. C'est un projet, l'immigration avec des quotas. Oui. C'est encore. Ça fait Julien Drey en 1984. Et ça continue. 43 ans. Darmanin encore en parle. Ah non, mais ils en parlent beaucoup. Oui. Et ils ne le font pas. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de traiter aujourd'hui d'égal à égal entre le remords colonial d'un vieil empire qui a du mal à se régénérer, la réalité économico-démographique qui est là. Voilà, c'est pas le grand remplacement, même si Jean-Luc Mélenchon a repris le terme, c'est le grand effacement. D'ailleurs, ça vous étonne que Jean-Luc Mélenchon reprenne ce terme de grand remplacement? C'est le plus intelligent et le plus érudit de tous. C'est le premier qui a dit, oui, le grand remplacement, c'est le remplacement des générations. Une génération remplace l'autre. On comprend ce qu'il entend par génération. On voit qu'un peuple créolisé, c'est ce qu'il dit. Je ne parle pas au nom de Jean-Luc Mélenchon. Je constate simplement qu'il est le seul à avoir une connaissance précise et érudite du récit national français, qui n'est pas exactement le roman national français. Vous êtes français, je suis français, nous portons tous les deux le nom de nos envahisseurs. Enfin, nous ne nous appelons pas des Gaulois. Pourquoi? Parce que les Francs nous ont envahis et qu'il a changé la philosophie de ces 400 tribus gauloises. Parce que si vous trouvez quelque chose de cohérent entre un Basque, un Corse, un Alsacien et un Breton, expliquez-moi ce que c'est. Seul l'Empire romain, puis les Francs et enfin la République a créé cette capacité à fusionner tout ça dans un peuple, une nation qui s'appelle la France et qui permet à moi d'être fier d'être français. Mais au-delà de ça, notre histoire est beaucoup plus composite et compliquée. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit ce qu'il nie, il sait très bien qu'il rappelle des réalités à la fois régionales d'une part et puis de phases d'immigration successives de gens qui sont français désormais depuis 1, 2, voire même 3 générations. Et il sait à qui il parle et comment il parle. Les tenants du grand remplacement parlaient aux grands remplacés. Jean-Luc Mélenchon parle aux grands remplaçants. Et il le fait avec beaucoup d'intelligence. Un autre en face, c'est le Rassemblement national qui parle de grands remplacements, enfin plus ou moins. Mais il parle aux grands remplacés potentiels. Mais qui peut se retrouver au second tour. Les deux pourraient se retrouver au second tour. C'est-à-dire Mélenchon face à Bardella. L'électeur français. Ça vous paraît possible? C'est probable même, mais l'électeur français est joueur et la campagne n'a pas commencé. Je vous rappelle que un an avant une campagne électorale, aucun de ceux dont on pensait qu'ils allaient être n'ont été. Mais ce serait quand même il se passe toujours quelque chose. Mais ce serait ce qu'on appelle le langage médiatique des extrêmes. Extrême droite ou extrême gauche. On est dans cette situation. Quand un candidat fait 30 ou 40% des voix au premier tour, il n'est pas extrême. Il a réussi à devenir le centre. Il a devenu le pivot. Et donc pourquoi est-il le pivot? Bardella, pour vous, n'est pas d'extrême droite? J'en sais rien. Lui ne considère pas qu'il est d'extrême droite. Et d'ailleurs, une partie de l'opinion ne le considère pas non plus, ou ne le considère plus. D'ailleurs, les spécialistes de l'extrême droite disent non, c'est
pas la droite extrême, mais quelque chose. Enfin, ils ont inventé un concept intermédiaire. Moi, j'écoute mes collègues, ils sont plus politistes que moi. Moi, je suis plutôt criminologue et en charge des questions de sécurité, de défense ou de renseignement. Je regarde les choses sans avoir un avis personnel. Je ne me transforme pas en donneur de leçons et je n'ai pas d'opinion. J'essaye que les gens se fabriquent une opinion en lisant, par exemple, des livres où ils apprennent d'où viennent les choses, comment elles se structurent, comment elles avancent et qu'ils se fassent leur opinion à la fin. Mais pas la mienne, la leur. C'est étonnant qu'Emmanuel Macron n'a pas d'héritier aujourd'hui. Si, il en a trop. Trop d'héritiers. Il va y avoir un trop plein de candidats à cette élection-là. En tout cas, ils l'annoncent tous. Donc. C'est une... comment dire Mais comme Donald Trump, oui. À part Donald Trump lui-même, il n'y a pas d'héritier de Donald Trump. Il y a beaucoup de monde sur la piste de départ et vous verrez bien que le mouvement MAGA est différent du mouvement Donald Trump. Donald Trump a un mouvement business orienté business, ce que je raconte dans le livre. MAGA a des orientations. Voilà, Peter Thiel est à Paris, à l'Académie des sciences morales et politiques, pour raconter l'apocalypse, alors qu'il n'est pas la fin du monde, mais la révélation, la techno-apocalypse, le passage d'un processus libertarien à l'ancien processus libéral-démocrate. Et donc, on sait ça depuis la décision qui a été prise. J'étais à Matignon à l'époque avec Michel Rocard, de ne pas intervenir pendant la crise chinoise de Tiananmen en 1989, où le communisme de marché version Deng Xiaoping, c'est-à-dire le capitalisme sans la démocratie, a gagné contre la démocratisation de la Chine. Nous avons fait la même erreur vis-à-vis de Mikhaïl Gorbatchev et de l'après-Mikhaïl Gorbatchev, Boris Eltsine, en dépouillant la Russie de ses principaux actifs, en voulant l'affaiblir pour l'éternité, alors qu'ils étaient prêts à la création de l'Eurasie. Nous, quand AfD est plus puissant désormais quasiment que les chrétiens démocrates et les socialistes réunis, il se passe quelque chose en Europe. Il y a une nostalgie de la vieille Europe à laquelle... De la puissance qui n'est plus là, oui, peut-être. D'abord, la puissance de l'Europe, elle n'a jamais existé. C'est un marché, ça n'a jamais été une puissance. Mais la puissance des pays qui la composaient, et puis l'ignorance qui est que si les populistes sont aussi populaires, c'est parce qu'ils parlent au peuple. Ils ne le méprisent pas. Et donc, ce problème que nous avons avec nos élites, notre noblesse d'État, comme aurait dit Pierre Bourdieu, c'est un vrai sujet de l'incapacité qu'il y a de parler aux gens des problèmes qui existent en considérant qu'ils sont trop bêtes pour comprendre et qu'on n'a rien à leur dire, qu'on leur donne juste des ordres. C'est qui cette situation d'État dont vous parlez? Toute la classe politique. Toute la classe politique. Ouais, absolument. Au fond, vous dites que toute la classe politique française méprise le peuple. Vous dites que le peuple est trop bête pour comprendre. Ouais. D'ailleurs, la démonstration en est faite. Les gens qu'on élit à gauche font une politique de droite, les gens qu'on élit à droite font une politique de gauche. En privé, ils sont très lucides et face au peuple, ils sont très lâches. Un problème. On peut dire des choses aux gens, y compris des choses qu'ils n'admettent pas ou avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, mais en étant respectueux de leurs opinions, en leur disant voilà, regardez, le sketch le plus drôle et le plus tragicomique, c'est le sketch sur le masque durant le Covid. Faut pas le mettre, faut le mettre. C'est une grippette, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Mais oui, mais non. Les mêmes qui assument de dire tout et le contraire, sans passer par la phase j'ai dit une bêtise. J'apprends au fur et à mesure, pardon de m'être trompé, désormais j'ose cliquer. C'est valable pour le diesel, c'est valable pour les 20 km, c'est valable pour les ZFE, c'est valable pour les agriculteurs. Les injonctions contradictoires. Injonction au sens de la domination, de dessus, pour parler au peuple qui est dessous, est un truc insupportable. Insupportable. Et une partie de la classe politique, pas tous, je conviens bien que quand François Ruffin parle au peuple, il parle au peuple. Je ne pense pas qu'il soit populiste, mais il a au moins cette proximité. Mais beaucoup d'autres ne l'ont pas. Il ne faut pas sous-estimer la manière dont Jean-Luc Mélenchon parle aux gens. Il leur parle de choses parfois extrêmement compliquées, mais il leur parle. Oui, il n'est pourtant pas très élevé encore dans les sondages, là, Jean-Luc Mélenchon. C'est rien, je ne parle pas sondage, je parle proximité ou dialogue. L'extraordinaire popularité de Jordan Bardella est liée à sa proximité. Il est numéro 1 dans les gens pour qui on pourrait voter, les Français. Oui, mais toute catégorie, avec des gains considérables, y compris chez les populations âgées ou les populations les plus éduquées. Vous voyez, le qualitatif est aussi intéressant que le quantitatif. Il se passe quelque chose dans à la fois le renouveau, mais aussi la manière dont on se parle. Oui, Moi, je fais des conférences tous les samedis. J'étais encore à Nîmes, là. Il y avait 300 personnes. Nous avons parlé de sujets compliqués, difficiles, ardus, mais proprement, poliment. Et ce que je veux faire, c'est, en publiant ce livre et les autres, c'est une pédagogie pour leur permettre à eux de se décider, non pas en disant que j'ai raison ou que j'ai tort, mais en se faisant leur propre opinion et en ayant les moyens de tout vérifier. Ce que je dis à mes étudiants, c'est quoi que je raconte, pourtant je suis le prof, vérifiez tout. Parce que le début de la volonté de vérifier, c'est le début du regard critique.
Et ça, c'est ce qui manque dans notre démocratie aujourd'hui. Mais on pourrait dire de Donald Trump, quand il parle de l'Europe, qu'il n'a pas complètement tort. Et c'est ce que vous dites, au fond. Quand il décrit une Europe qui va s'effondrer, il décrit une Europe quand vous endettée. parlez, mais comme vous et moi, nous arrivons à nous promener dans la rue et à voir des gens qui nous parlent sans nous agresser. Oui. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Leur désespoir, leur nostalgie, le fait qu'ils ne reconnaissent plus leur rue, leur machin, qu'ils ont peur pour leurs enfants, qu'ils ont peur pour leur avenir. Moi, je vois beaucoup de gens jeunes, qui sont des étudiants, qui ont l'avenir devant eux et qui sont entre désespérance et tristesse. Je rappelle que désormais, je racontais ça l'autre jour, il y a en France 2 catégories très puissantes, les PRAF et les P2R. Les plus rien à foutre, les gens qui ont considéré que tout était perdu, qui sont même des accélérationnistes. Faut y aller, faut que tout s'effondre parce que peut-être qu'il s'en sortira quelque chose. Et de l'autre, une classe politique qui est composée des P2R, les plus responsables de rien. C'est pas de ma faute, c'est quelqu'un d'autre, c'est à Bruxelles ou c'est ailleurs. Les citoyens, où que ce soit dans le monde, en Europe, dans l'espace francophone, en France, ils attendent que quelqu'un leur dise d'accord. 1, c'est vrai, il se passe quelque chose. 2, c'est grave, parce que je comprends que ce soit grave. 3, on va travailler ensemble à essayer de comprendre comment on peut mieux faire pour essayer de s'en sortir. Et malheureusement, comme diraient d'autres, on n'a pas encore sorti le prototype qui pourrait répondre aux questions que posent les Français et les citoyens un peu partout. Mais ce qui est vrai, et ce livre nous le montre, Trump, le pouvoir des mots, chez First Edition, c'est vrai qu'au fond, de l'autre côté, tout ce qu'on dit ici de Trump n'est pas forcément juste ou vrai. Non. C'est plus complexe que ça. Ça n'est pas l'incarnation du regardez, diable ou du mal. Trump, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas dire ce qu'il pense. Au contraire, vous le dites tout le temps. Vous ne pouvez pas le reprocher d'être transparent. Il est même trop transparent. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir été élu sur son programme. Il l'applique avec détermination et brutalité. Je dirais même, Trump, c'est à la fois le pouvoir de mots et le choc des armes, pour rappeler un slogan d'un grand hebdomadaire il n'y a pas si longtemps. Mais le fond du Trump, c'est sa transparence totale, son absence totale d'hypocrisie, la brutalité, par exemple, je vous cite d'emballage. Alain Bauer, il dit à Springfield, il mange les chiens. On se souvient de cette phrase. Je suis l'élu. Bon, ça, c'est une autre phrase. Ça va passer, gardez juste votre calme. Ça, c'est peut-être quand il s'adresse aux femmes. Alors, évidemment, c'est gentil. Voilà, je reprends évidemment. Et quand vous êtes une star, eh bien, elle vous laisse faire. Parlant des femmes, vous pouvez tout faire. Les attraper par la chatte, vous pouvez tout faire. Il a été poursuivi, même condamné au moins une fois, mais ça n'a aucun effet sur l'électorat américain. Ça n'a pas d'effet négatif, ça? C'est bien de s'indigner, il faut s'indigner d'ailleurs, mais il ne faut pas croire que ça suffit à quoi que ce soit, car dans la réalité, ça n'a aucun effet sur l'électorat Trump. Les 2 morts, René Good et monsieur Alex, ça va me revenir, ça a un effet. Pourquoi ? Ce ne sont pas des immigrés clandestins, ce ne sont pas des criminels abattus alors qu'ils tentaient de s'enfuir, ce sont 2 Américains blancs qui manifestaient en usant des droits de la Constitution et qui ont été abattus par une force de police nouvelle, mal formée, mal entraînée et extraordinairement brutale. Et ça, c'est un événement qui remue y compris une partie importante de la base républicaine et y compris une partie de la base libertarienne, parce que l'extrême entraîne à une réaction des extrêmes sur le thème. Ah oui, mais là, c'est notre cœur de cible, c'est notre cœur d'action politique. Et donc là, ça n'est pas possible. Alors que les autres, tous ceux qui avaient été abattus en tentant de fuir, immigrés clandestins, etc., déportés ou je ne sais pas quoi, n'avaient provoqué quasiment aucune réaction dans la société américaine. Là, il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que la politique anti-immigration n'a pas été atteinte par ces événements, mais les méthodes de la police anti-immigration sont désormais contestées à l'intérieur même du mouvement MAGA. Oui, Alex Préti, un infirmier de 37 ans. Mais si je reprends des mots dans votre livre, parce que c'est incroyable, il a inventé un langage. Alors ça nous défrise. Évidemment, America First, on le sait, beautiful, big, complete, crazy, disaster. Ce sont des mots. Tout ce qui est mal est gigantesquement mal et tout ce qui est bien est immensément bien. Ce sont des mots qui reviennent sans arrêt. Tout le temps. On en a analysé 18 000, c'est vous dire, tweets de Trump, textes, tweets. On a compulsé toutes les analyses de mes collègues et confrères américains en sémiologie. Il y a une analyse dite sémiologique ou sémantique à la fin. Donc d'abord une histoire d'où vient Trump, sa rationalité politique, ce qu'il dit, les mots, et puis à la fin, une analyse sémantique et sémiologique, scientifique, pour dire mais tout ça a un sens, tout ça a une cohérence, tout ça a une rationalité. Ne vous laissez pas prendre à la provocation. La provocation est un art de la dissimulation et de la digression. Ça vous évite de penser aux choses essentielles, à la réalité de ce qu'est, de ce que veut
et de ce qu'obtient, de ce que réussit Donald Trump. Ouais, you're fired, vous êtes viré. Oui, bah ça c'était le slogan de The Apprentice. C'était Ça, son c'est émission quand même, télé. quand, Là où il a compris la Quand on bat télé-réalité. quelqu'un, on le vire. C'est la première télé-réalité politique permanente, Donald Oui. Trump. Pays de merde. Oui, bien Ça, sûr. il le dit. Shithole. Hein, c'est un mot qui revient. Personne n'avait jamais vu ça auparavant. Ouais. C'est-à-dire que sans arrêt, tout ce qu'il fait, Il est le plus grand, c'est le plus unique. beau, le plus fort, bien sûr. C'est toujours un Parce début. qu'il y a aussi une dimension égotique, hein, au-delà du reste. Mais la dimension égotique ne masque pas la réalité rationnelle de l'objectif final qui est business first. Ouais. Alors, un mot qui revient tout le temps, absolutely. Ouais. Alors, ça, chaque fois, des trucs, c'est. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Parce qu'au fond, ça résume. Ça veut dire que je Il n'y confirme a pas de la doute. la réalité de la vérité, sans doute. Oui. J'affirme la vérité. Ma vérité est la vérité. Ma vérité M majuscule et la vérité L majuscule. Oui. Ne conçoit pas le doute. Ne non. conçoit pas. Règle Oui. de Reutemann, page 19. Alors, ça, en Europe, on ne l'a pas compris. Hein. Ben, on l'a même pas lu. 1980. Quand je sors le papier de 1987, on me regarde avec les gosses. Il a acheté une page dans le Journal. Oui. En 2000, il a publié un livre, The America We Deserve, il y a 25 ans, qui est son programme électoral de quand il sera président. Il l'applique de la page 1 à la dernière. C'est pas un très gros livre, mais je sors ce livre et tout le monde me regarde en disant « Ah oui, ah bon ?» À la fin, je vais faire des cours le Trump a une existence, il n'est pas né en 2016. Il a essayé d'être président 4 fois. Oui. Il a commencé sa campagne en 1987. Ça fait 40 ans que Trump est sur le marché politique et ça fait 10 ans qu'on a compris qu'il existait. Donc nous avons 30 ans de retard à la comprenette. Ça veut dire, il va influencer l'élection présidentielle Bien en sûr. France? Il va le faire. Il va essayer. Il peut Comme en l'influencer. Angleterre, comme en Allemagne. Il peut Il le choisir fait le déjà. prochain président. Non, président. choisir, non, mais influer, oui. D'ailleurs, il n'hésite pas. Si Steve Bannon arrive à Paris pour faire des petites visites, c'est pas l'effet du hasard. Si Peter Thiel est à l'Académie des sciences morales et politiques, c'est pas parce qu'il a envie de voir Paris. Il vaudra Bardella ou Marine Le Pen? C'est ça son choix? Rien, ça, j'ai pas. Donald Trump, Oui. il s'en fout. Il votera le plus proche de ses opinions. N'importe lequel. Oui. America First. Plutôt Sarah Knafo. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un plaidoyer pour Trump. Ce n'est pas non plus un réquisitoire. C'est un constat. Le monde d'avant est terminé. Le monde où l'Occident dictait les règles. Le monde où l'Europe croyait être centrale. Le monde où la morale suffisait à faire de la politique. Ce monde-là est mort. Trump n'en est pas la cause. Il en est le symptôme le plus avancé. Il incarne un monde où la force prime sur le droit. Le récit prime sur les faits, l'émotion prime sur la raison, et surtout, un monde où ceux qui refusent de voir la réalité sont condamnés à la subir. L'Europe aujourd'hui est dans une position extrêmement dangereuse. Elle se croit toujours du bon côté de l'histoire. Mais l'histoire ne fonctionne pas comme ça. L'histoire ne récompense pas les vertueux, elle récompense les lucides. Et la vraie question que cette vidéo pose, ce n'est pas « que va faire Trump ?» La vraie question est « que va faire l'Europe quand elle comprendra qu'elle n'est plus au centre du jeu ?» Est-ce qu'elle va continuer à moraliser le monde ou recommencer à le comprendre? Si tu veux des analyses profondes, froides, sans propagande, sans slogan, sans simplification, alors abonne-toi. Ici, on ne te dit pas ce que tu dois penser. On t'aide à comprendre ce qui arrive. Like la vidéo si ce format t'a apporté quelque chose. Et surtout, dis-moi en commentaire, penses-tu que l'Europe est prête pour le monde qui vient ?